Voilà. Donc ce soir, je suis ici avec toute l'équipe d'éducation pour la santé de l'Institut Pasteur de Lille. Donc je suis ici avec Pascaline, Gwenaëlle, Eric, Micheline et tant d'autres pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait au Centre de prévention et d'éducation pour la santé. Certains d'entre vous connaissent peut-être le Centre de prévention et d'éducation pour la santé. Vous êtes venus peut-être passer des bilans, ou peut-être venus vous vacciner, mais on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on propose et que vous connaissez peut-être pas, parce que ce n'est pas encore ouvert au grand public, mais ça va l'être prochainement. Alors, vous savez qu'à Lille, à l'Institut Pasteur de Lille, il y a des tas de secteurs de recherche. De la recherche sur le cancer, de la recherche sur l'immunité et les vaccins, sur la maladie d'Alzheimer, sur le diabète, sur les maladies cardiovasculaires. Vous avez déjà sûrement entendu, d'ailleurs, des chercheurs qui vous ont parlé d'un ou plusieurs de ces secteurs d'activité. Et on voit que toutes ces maladies sont dues à des facteurs extrêmement multiples. Des facteurs sociétaux, des facteurs culturels, des facteurs génétiques, des facteurs d'histoire de vie. Mais on voit qu'il y a un secteur qui sont les facteurs de risque, le mode de vie, qui joue un rôle très très important dans la survenue de ces maladies et qui nous empêche de vivre longtemps et surtout, lorsque l'on vit longtemps, de vivre moins bien, dans moins de bien-être. Donc comment vivre longtemps, mais en se sentant bien, en ayant la joie de vivre et du dynamisme. C'est bien ça l'enjeu qui nous anime. Donc là, je vous donne un petit exemple, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Donc l'INCa fait une méta-analyse de beaucoup de recherches qui ont eu lieu autour du cancer, et 40% des cas de cancer et 35% des décès par cancer pourraient être évités en modifiant nos modes de vie. C'est énorme quand on y pense. Vous êtes d'accord? Ah, c'est vrai, on n'y pense pas tout le temps. Eh bien, on regarde, enfin, qu'est-ce que c'est ces facteurs qui influent en fin de compte sur les modes de vie? Et bien, on voit que le plus gros, c'est le tabac. Alors qu'on n'arrête pas de nous parler de la pollution, par exemple. Regardez la pollution. Attendez, je dois appuyer sur mon petit truc, là. Non, voilà. Regardez la pollution par rapport au tabac. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit encore? On voit encore, par exemple, on parle des expositions professionnelles. C'est vrai qu'il y a des tas de maladies induites par la profession, l'amiante, etc. Mais quand on compare, par exemple, à l'alimentation, donc, de fait, il y a des choses que l'on subit, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir. Si on est motivé, si on s'en donne les moyens, et si on peut être accompagné, et surtout si on en a envie. Et c'est bien ça l'objectif de notre petite rencontre de ce soir. Mais la santé, vous voyez la définition de l'OMS. La santé est un état complet de bien-être physique, mental, social, et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et vous verrez que ce dont on se préoccupe au Centre de prévention d'éducation pour la santé, c'est sûrement éviter la maladie, éviter ses complications, mais c'est aussi, c'est peut-être très ambitieux, mais aider les gens à vivre heureux. Je crois que c'est peut-être ambitieux là, mais quand même, il y a ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on propose? Humblement, dans tout le panel de ce qu'on peut proposer. Eh bien, on propose des conseils personnalisés, des diagnostics éducatifs, des ateliers éducatifs, on forme des professionnels, on propose des vaccinations, des bilans personnalisés, des tas de choses, mais qui sont toujours et qui ont ça en commun, d'être centrés sur la personne qui est devant nous, la personne dans son environnement, avec son histoire, sa génétique, et surtout ses envies et ses aspirations. Et c'est à travers ça qu'on va développer tous ces ateliers. Et de fait, donc là, j'ai vraiment le plaisir de vous dire qu'on peut être votre coéquipier, vous, dans un projet personnel, mais on peut être, l'Institut Pasteur de Lille, peut être le coéquipier des équipes de recherche, parce que vous savez qu'au Centre de prévention et d'éducation pour la santé, on accueille 30 000 personnes par an. Et parmi ces personnes, il y a des gens qui veulent bien être volontaires pour être suivis, pour voir l'incidence des maladies, etc. Et de ce fait-là, participer à la recherche. Pas forcément participer en donnant un petit peu de son temps, tout simplement. Les professionnels et relais de santé, auxquels on propose des formations, les entreprises qui veulent faire des choses pour leurs salariés,
ça c'est quelque chose aussi qui est très très important, les collectivités et les politiques de santé qui nous financent pas mal de programmes pour des publics ciblés. Par exemple, les publics en situation de précarité, ou peut-être des jeunes pour les conduites addictives, etc. Donc maintenant, moi je crois que je vais vraiment laisser la place aux personnes de l'équipe qui, beaucoup mieux que moi, vont vous dire comment ça se passe au quotidien avec les gens qu'elles accueillent et puis comment elles s'y prennent. Alors tout ça, vous voyez, on le faisait pour des publics un petit peu ciblés ou dans le cadre de collectivités. Et prochainement, on va ouvrir tout ça au grand public. Alors je vous souhaite une bonne soirée. De toute façon, on va encore discuter ensemble, je pense. À vous. Ah, Brigitte. Brigitte Lefebvre, qui est donc diététicienne et qui est responsable du pôle alimentation. Je me fais aider pour lancer le PowerPoint. Ce sera plus simple. Voilà, merci. Bon, eh bien bonjour à tous. Alors j'ouvre le bal avec l'alimentation. Parler d'alimentation en fait n'est jamais très simple. Et pour autant, je me souviens d'un consultant que j'ai reçu dans le cadre du bilan de santé et qui s'était exprimé tout autrement sur la question en me disant, et j'ai trouvé ça très intéressant, la nourriture, c'est quelque chose de passionnant. Passionnant parce que ça touche à tout. Et je confirme en effet cette idée, et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous démontrer dans un premier temps. Alors, manger met en scène, on le dit facilement, des domaines très différents. Donc bien sûr le biologique, comme le social, le culturel, le religieux, et puis on le verra un petit peu tout à l'heure, le psychologique et l'émotionnel. Et naturellement, comme l'a dit Madame Bonte, la santé. Ça, c'est évident. C'est pour cette raison que les spécialistes disent souvent que non seulement les aliments nourrissent, mais encore, ils signifient. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs de significations très variées. Et c'est ça qui va donner du sens, finalement, à ce que nous mangeons habituellement. Donc je vais essayer de me débrouiller avec ça, parce que dans le bon sens, c'est le bon. Voilà. J'ai pris l'image de cet iceberg. Un iceberg, il y a, comme vous le savez tous, une partie visible, une partie invisible. Donc, en faisant le parallèle avec la nourriture, je pense que nous avons aussi, dans notre façon de manger, des objectifs qui sont évidents, c'est-à-dire qui sont conscients, qui sont visibles. Alors, je les rappelle, se nourrir, se faire plaisir, partager, se réunir, être avec les autres. Et puis, il y a aussi un certain nombre de choses qui sont moins évidentes pour nous et qui nous échappent souvent dans le raisonnement, comme la compréhension. Nous sommes tous finalement concernés par, quand nous mangeons, des idées, des opinions, des croyances, alors des croyances personnelles comme collectives, des représentations, c'est un peu l'idée qu'on se fait des choses, et des perceptions. Les perceptions, c'est ce qu'on en pense et ce qu'on en déduit. Alors juste un petit exemple, vous savez peut-être tous, ou presque, que le numéro 1 mondial de tennis mange sans gluten. Voilà. Alors, est-ce que ça peut nous donner l'envie, nous aussi, pour améliorer nos performances sportives, éventuellement d'en faire tout autant? L'alimentation, finalement, est un sujet, on le dit souvent, très ouvert, mais aussi très mouvementé. Et ça, on aura l'occasion d'en repréciser un petit peu les choses après. On dit que ça libère la parole. Alors ça, au quotidien, c'est sûr, on aime tous plus ou moins parler de ce que l'on mange, de ses goûts, de ses recettes.
On aime parfois dévoiler ses pratiques, ses expériences, et puis je n'oublie pas bien sûr ses régimes. Ça, c'est important. Alors, l'alimentation, c'est quelque chose qui préoccupe aussi de plus en plus les personnes. C'est-à-dire qu'on s'inquiète un peu plus des effets des aliments sur la santé. Alors on me dit par exemple, dites-moi ce que je devrais manger. Ou, même si je ne le fais pas tout de suite, parce qu'on a souvent tendance à repousser les choses à un peu plus tard, dites-moi encore si je mange bien. Ou bien, à qui puis-je faire confiance? Je ne sais plus qui croire. Ça, c'est un débat assez présent aujourd'hui dans l'alimentation. Et puis, au fait, les 5 fruits et légumes, comme disent les gens, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, ça veut dire quoi exactement? Alors, j'ai essayé, justement, avec votre petit papier, vous allez pouvoir le relire, de repérer 3 questions, parce que les questions sont nombreuses. 3 questions que j'ai reliées à 3 idées et qui vont peut-être nous permettre de prendre un petit peu de recul sur ce que j'appelle souvent les nourritures perplexes. Perplexes, c'est-à-dire qui nous laissent finalement relativement perplexes. Alors, première question. Qu'est-ce qui nous pousse à manger? Ah, c'est une grande aventure. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à travers ces 3 questions, le jeu est important. C'est-à-dire que nous allons, peut-être individuellement, essayer un petit peu de nous repositionner, de nous resituer. Finalement, si je tourne un petit peu autour de moi, je mange, mais pourquoi? Parce que j'ai faim, j'entends. Il n'y a pas que ça. Si je me déplace un petit peu plus dans mon environnement, est-ce que finalement je ne suis pas plutôt sensible à certaines influences qui m'entourent? Donc voilà, il y a le jeu par rapport à soi, il y a le jeu par rapport à son environnement, et puis après tout, c'est moi qui décide. Donc si je dois décider, je suis parfois face à un choix cruel, qui est celui de choisir peut-être ou peut-être pas entre le plaisir et la santé. Donc voilà mes 3 questions. Alors, l'homme, tout être humain, tout être vivant, est condamné à manger pour vivre. Voilà. Mais on a quand même, depuis assez longtemps, délaissé ce qu'on appelle les plantes sauvages et la plupart des racines, pour essayer normalement, mais ce n'est pas toujours gagné, de se doter d'un comportement alimentaire, comme on dit, beaucoup plus complexe. L'humour est toujours important dans les débats un petit peu délicats. Donc, dans notre société, en principe, manger, c'est plus que se nourrir. Ça, c'est une chose qui paraît évidente aussi, mais en réalité, nous avons quand même le sentiment que nous mangeons sur des repères d'ordre social. On dit à quelle heure, ou bien on dit plutôt c'est l'heure. On dit avec qui, à quel endroit, qui prépare, qui fait le repas, et peut-être aussi qui a fait les courses. Et puis s'ajoutent éventuellement, mais sûrement, des règles culturelles. Alors ces règles culturelles, elles sont très contrastées un petit peu partout dans le monde, mais aussi chez nous, en France, et elles révèlent souvent une identité. Elles donnent quelque part une appartenance aux populations, elles signent quelque chose qui nous différencie des autres. Ça, c'est important, le côté culturel. Alors, seriez-vous prêt, par exemple, à manger des sauterelles, des fourmis ou d'autres insectes en tout genre? Alors, je ne crois pas, parce que nous savons très bien que les goûts, nos goûts, ça compte beaucoup. Alors, nos goûts, en fait, ça correspond à quoi? Ce sont souvent
des constructions socio-culturelles et familiales qui vont déterminer petit à petit les coutumes et les traditions. On mange en général ce que l'on nous a appris à manger. On mange ce qui nous devient progressivement familier et on mange surtout ce que l'on a appris à aimer. Et c'est pour cette raison que dans le désir profond de manger, il y a en fait toute la charge affective, psychologique liée aux aliments. Alors le cerveau, comme vous savez, c'est quelque chose de formidable. Et effectivement, il a enregistré ce qu'on appelle des signes d'attachement, des sensations, des émotions, et on dit aussi des souvenirs par rapport aux aliments. Ne dit-on pas que l'on mange ces souvenirs à l'image de la petite Madeleine de Proust? Et en réalité, pas seulement durant l'enfance, mais tout au long de la vie, ce qui nous fait du bien parmi les aliments se fixe et s'imprime en réalité dans notre mémoire. Et ça, c'est un sujet qui sera développé dans un instant par Pascaline. Autre chose, l'homme a donc un cerveau qui lui sert à penser, imaginer, prévoir, rêver, structurer son alimentation. Et tout cela a été résumé de façon assez simple et convaincante par Claude Lévi-Strauss. Un aliment doit aussi être bon à penser. Seulement voilà, parfois et souvent, les gens disent « j'aime tout ». C'est-à-dire que tout ou presque nous paraît bon dans notre pensée. Or, pourtant, il va bien falloir faire des choix. Donc, quelque part, nous sommes un petit peu pris au piège de notre fourchette, un petit peu entortillés autour de cette fourchette, et il faut choisir, et c'est bien difficile. Alors là, je vais vous faire réagir. On va faire un petit exercice. Je vais vous proposer plusieurs aliments pour lesquels vous allez essayer de vous prononcer. Alors, bien sûr, on ne va pas pouvoir parler tout haut, donc vous allez y réfléchir tout bas. Alors, je commence par les desserts, hein. On commence par le meilleur. Donc, je vous fais choisir éventuellement entre, je dirais, un bon fruit et une tarte au chocolat. Deuxièmement, je vous fais choisir entre... Allez, il y a tellement de diversité, hein, j'ai dû me faire aussi une idée là-dessus. Une patate au chou ou un saumon mariné au citron vert. Troisièmement, je vous fais choisir entre des tagliatelles aux petits légumes et un gratin dauphinois. Ça y est, les choix sont faits. Vous auriez presque pu les noter, hein. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit ? Y a-t-il une bonne ou une mauvaise réponse? Y a-t-il une vraie réponse d'après vous? Non. En fait, tous les choix sont possibles parce que les choix, c'est tout à fait individuel. On dit parfois presque intime et totalement respectable. On dit aussi que chacun finit par se les déterminer par rapport à lui-même, c'est-à-dire à décider pour lui-même. Parfois, on retrouve dans notre société une forme d'individualisme alimentaire qui est déjà assez révélateur d'ailleurs de la façon dont on fonctionne dans notre société. Mais au fait, qu'avez-vous pris en compte quand vous avez choisi? Alors, qu'avez-vous pris en compte? Vous avez peut-être pris en compte le plaisir. Vous avez peut-être pris en compte vos préférences ou bien ce que les aliments pouvaient éventuellement évoquer en vous. On appelle ça souvent des motivations. Alors parfois on dit des motivations, c'est-à-dire
j'aime me faire plaisir et c'est tout, ou au contraire, je vais penser plutôt à ma santé. Alors je vais penser aux calories, comme je vais penser au cholestérol, comme je vais penser à divers problèmes éventuellement qui sont présents. En fait, on est souvent face à des formes d'arbitrage. J'ai bien envie de choisir le fruit, mais tant pis, je préfère quand même la tarte au chocolat. Donc c'est la raison pour laquelle il existe bien un sens très personnel à ce que nous mangeons, même si derrière résonne parfois la petite voix du médecin ou du diététicien qui vous dirait de faire autrement. Ce que je mange, c'est d'abord moi qui en décide. Et c'est pour cette raison qu'on dit que l'alimentation, c'est d'abord une rencontre avec soi-même avant d'être une rencontre avec les autres. Quand je dis les autres, ça peut être la famille comme le conjoint. Alors parfois, j'entends dans mes entretiens le mari dire « Interrogez plutôt ma femme sur ce que je mange. C'est elle qui décide pour moi. » Et puis à côté, j'ai l'épouse qui me dit « Surtout, n'oubliez pas de dire à mon mari qu'il doit arrêter de manger du fromage. » Donc, vous voyez, c'est un peu cette idée du « je mange et je suis et je confirme que c'est moi qui décide » qui a toute sa légitimité. Alors, chaque personne est vraiment unique dans son comportement alimentaire. Ça, c'est un peu la synthèse de la première question. Chaque personne a le droit de rester libre dans ses propres choix et de les revendiquer comme lui appartenant. Mais quand on me dit « j'aime trop ça pour m'arrêter », est-ce que je dois pour autant comprendre que rien ne changera jamais? Pas du tout. Et je pense que chacun peut faire évoluer son alimentation. Il n'y a pas si longtemps, j'avais un jeune de 20 ans dans mon bureau qui me disait « Madame, je me suis vraiment gavée de pizza, de fast-food, etc. Et maintenant, j'adore les légumes. » Je peux vous assurer que ça arrive. Il s'est donc quelque part approprié l'idée que le changement lui convenait et lui faisait du bien. Voilà pour la première question. Je sais que je vais prendre... En tout cas, tu vois Brigitte, un grand merci. À travers cette première question, on a bien vu que dans ces ateliers, on n'est pas du tout dans l'injonction. Il faut pas. On aborde ce qui sous-tend le fait de manger, et c'est pas toujours se nourrir, bien entendu, c'est bien autre chose. Alors, si vous voulez discuter des autres questions avec Brigitte, ce sera volontiers un petit peu après notre... largement débordé sur le temps. Un grand merci vraiment. Et au niveau de ces ateliers, c'est quand même, c'est très très important ça. 5 fruits et légumes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 5 petits bouts, c'est 5 bananes, etc. Et puis on a plein d'idées fausses, etc. Donc dans les ateliers proposés au CPES, c'est vraiment tout ça, mais on le rapproche toujours à quelque chose de beaucoup plus profond qui a trait au comportement de l'individu. Et un grand merci Brigitte d'avoir souligné ça. Bonsoir. Donc moi je suis Éric Guyot, éducateur médico-sportif. Donc c'est entre le monde médical et le monde du sport, et on parle d'activité physique pour sa santé. À l'Institut Pasteur de Lille, on réalise des consultations individuelles, donc des entretiens pour déterminer comment pratiquer pour sa santé. On répond à des problématiques de santé, mais on a aussi des ateliers collectifs sur différentes thématiques. Donc on pourra échanger peut-être tout à l'heure sur ce qui est possible de réaliser à l'Institut Pasteur. Alors, sur la thématique activité physique, donc quels sont les comportements positifs à la santé? Effectivement, l'activité physique est un comportement positif à la santé. Mais est-ce qu'on bouge correctement? C'est un peu la question. Donc on va échanger un petit peu ensemble sur ces 15 minutes. Je vais essayer d'aller assez vite. Et vous avez vu dans votre petit support qu'il y a un petit exercice physique à la fin. Donc pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas obligatoire. On fera un petit exercice à la fin. Alors j'aime bien représenter l'équilibre santé avec cet éléphant qui marche sur cette balle. C'est pas évident, hein, c'est pas facile. Et chaque patte représente une partie de la santé. À votre avis, à quoi correspond chaque patte de l'éléphant pour équilibrer sa santé? On ne sait pas. On a parlé de quoi tout à l'heure? De l'alimentation. Ah, donc l'alimentation, effectivement, c'est une partie importante pour équilibrer sa santé. Ensuite,
L'activité physique. Ah, j'en entends de partout, effectivement. On va plus parler d'activité physique. Alors, je vais un peu vite peut-être, hein, mais il y a le côté sommeil. Donc on mange, on bouge, on dort. Ensuite, il reste un pied. Alors, j'entends effectivement quelques personnes qui donnent la bonne réponse. On est tous ensemble aujourd'hui. Ce qui est important, c'est d'avoir une activité sociale aussi. Voilà, 4 points importants pour équilibrer sa santé. Dès qu'il y a un pied qui ne va plus, c'est la chute de cet éléphant. Donc c'est la chute de la santé aussi. Alors, s'il n'y avait qu'une image à montrer, ce serait celle-ci. On est des bipèdes, on est fait pour marcher, et on marche de moins en moins aujourd'hui. Les modes de vie ont évolué. On est de plus en plus sédentaire, donc plutôt en position assise. Physiologiquement, l'être humain est fait pour marcher et on est capable de courir 15 km sur une journée ou marcher 25 km sur une journée. Physiologiquement, on est capable de ça. C'est pas ce que je vous demande, hein, on est bien d'accord. Aujourd'hui, on bouge moins dû à cette sédentarité. Par contre, on a une abondance alimentaire. On peut faire ses courses en passant un coup de téléphone, en commandant sur Internet. On bouge moins aujourd'hui. Donc ça ne fait pas bon ménage, abondance alimentaire, les magasins un peu partout, et moins d'activité physique. Voilà, est-ce qu'il faut rester vissé à sa chaise? On parle de comportement. Est-ce qu'on va plutôt favoriser l'escalator que l'escalier? Est-ce qu'on va faire du sport dans son canapé? Est-ce qu'on va promener son chien dans sa voiture? Ça c'est vu. Hein. Donc l'accroissement des activités sédentaires tend à priver une majorité d'individus d'une dépense énergétique suffisante pour sa santé. Donc bouger est devenu un enjeu de santé publique aujourd'hui. Et malheureusement, on ne bouge plus assez pour beaucoup de personnes. Alors ça amène à cette spirale de la sédentarité. Si j'arrive à faire fonctionner ce petit appareil. Voilà. Donc ça amène une dépense énergétique qui chute. Donc une augmentation de la masse grasse. Quand on ne bouge pas beaucoup, on perd ses muscles. Donc une perte de la masse musculaire. Qui brûle les calories, c'est quand même les muscles. Ça ne fait pas bon ménage. Ça amène surpoids, voire obésité. Ça amène aussi déconditionnement à l'effort. On ne bouge pas assez, le corps n'est plus habitué à bouger. Et dès que l'on fait un effort, il vous met en difficulté. Difficulté respiratoire, musculaire, articulaire. Donc il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être influencés sur ce déconditionnement à l'effort. Problème respiratoire, je le disais, fatigue musculaire, et on perd le plaisir de bouger aussi. Donc plaisir dans l'assiette, c'est important, mais aussi plaisir dans ses baskets. Là. Donc bouger, vous devez avoir cette notion de plaisir pour bouger. Sinon vous ne bougerez pas suffisamment. Donc un rejet un peu des pratiques d'activité physique et une augmentation de l'indice de masse corporelle, ça ne veut pas tout dire. Donc on peut prendre du poids effectivement quand on ne bouge pas suffisamment. Activités à haut risque, vous les voyez en bas, elles ne sont pas interdites, hein, je vous rassure. On peut se mettre dans le canapé, regarder la télé, il n'y a aucun problème, mais pas toute la journée. Alors, envie de bouger. Est-ce qu'on a envie de bouger? C'est un peu la question. Si on n'a pas d'envie, on ne bouge pas. S'il n'y a pas la motivation, on ne bouge pas. Quelles sont vos priorités? Est-ce qu'aujourd'hui, bouger est une priorité pour sa santé? C'est vous qui avez la réponse. Alors là, j'ai mis quelques photos. On parle de mode de vie physiquement actif. Ça veut dire quoi? Un mode de vie physiquement actif. Ça veut dire quoi? Bouger. Concrètement, quand on va promener son chien, et c'est une bonne source de motivation, le chien, hein, quand on n'a pas envie d'y aller, c'est lui qui va vous dire hey, on va promener. Quand on monte des escaliers, vous avez pris les escaliers tout à l'heure, vous n'avez pas le choix. Quand on travaille, donc là on est dans des déplacements ou dans des modes de vie du quotidien, donc on a des activités du quotidien, on bouge. Quand on travaille, quand on va conduire les enfants à l'école à pied, quand on fait des courses, quand on pratique des activités de loisirs sportifs, on est en activité physique. Donc ça regroupe un peu toutes ces familles, l'activité physique. À vous de voir sur quelle activité vous allez pouvoir appuyer. Pour certaines personnes, ça va être de marcher un peu plus au quotidien.
Pour d'autres, ça va être des loisirs sportifs. Et tout cumuler à la journée, est-ce que c'est suffisant? C'est un peu la question. Et là, ça s'évalue avec un appareil qui s'appelle le podomètre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet appareil. Ça sert à quoi? Alors, plus les pas que le kilométrage. Le kilométrage, je m'en fiche un petit peu. Par contre, le nombre de pas que vous faites dans une journée m'intéresse. Tous les pas confondus. Dans votre cuisine, dans les escaliers, quand on va chercher les enfants à l'école, quand on fait de la randonnée. Et le nombre de pas réalisés chaque jour, la recommandation, c'est 10 000 pas et plus chaque jour. Combien de pas vous faites chaque jour? Environ. Alors il y a un petit appareil, je vous le fais montrer, vous l'avez aussi, super. Environ 5 000, c'est ça? Aujourd'hui, j'ai 4210. Oh, mais votre journée n'est pas finie. Bravo. Donc ce petit appareil, effectivement, permet de compter les pas. Et on l'utilise beaucoup dans nos cycles de réadaptation à l'effort pour évaluer l'activité physique du quotidien des personnes qui souhaitent se remettre en forme. Alors ça existe aussi maintenant sur les téléphones portables, enfin il y a différentes fonctions possibles, mais c'est vraiment intéressant dans la motivation à bouger plus aussi, à évoluer son quotidien, à augmenter sa pratique, quelle qu'elle soit. Chacun va trouver sa solution. Alors 10 000 pas, c'est beaucoup quand on n'a pas l'habitude. Alors moi je vous dirais à la limite, entre 6 000 pas et 10 000 pas, c'est déjà bien. C'est ce qu'on appelle l'activité modérée. Le problème, c'est qu'en dessous de 6 000 pas, on ne bouge pas assez. Et là, on rentre dans cette spirale, déconditionnement à l'effort, difficultés musculaires, etc. Alors, il y a aussi d'autres recommandations. C'est un peu les questions que vous avez sur votre support. À votre avis, chez les enfants et les adolescents, qu'est-ce qu'il est recommandé en termes de durée de pratique chaque jour? Combien de temps il est recommandé de bouger chaque jour pour un enfant et un adolescent? Ah, évidemment. 2 heures ou 2 minutes? 2 heures. Qui dit mieux? 3 heures. Alors, pour les enfants et les adolescents, la recommandation du Programme national nutrition santé, c'est 60 minutes. Minimum. Ça peut aller au-delà, bien sûr. 60 minutes par jour. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ne sont plus à ces 60 minutes par jour. On les conduit à l'école en voiture. Les réseaux sociaux, on va plus voir les copains au bout de la rue. Voilà, donc il n'y a plus assez d'activité, même chez les plus jeunes aujourd'hui. Pour les 18-65 ans, à votre avis, plus ou moins? Moins plus, moins plus. 30 minutes. C'est plus facile déjà. Beaucoup de personnes ne sont plus à 30 minutes par jour. Mais attention, là ça change par rapport au podomètre de tout à l'heure. Très bien. D'accord. On en discutera après si vous voulez. Oui, au moins il faut 3 km 500, c'est le minimum. D'accord, on va voir après. Alors, effectivement, tout à l'heure, on a vu tous les pas du quotidien, mais là, il n'y a pas d'intensité, on fait des petits, des grands pas, on s'en fiche un petit peu. Par contre, là, dans cette recommandation, il est demandé de bouger 30 minutes, mais sur une intensité modérée, équivalent à de la marche rapide. Je suis dans le timing, Marie-Josée? Marie-Jo, ça va? Je suis dans le timing? Ah, ok. Donc 30 minutes, mais en intensité modérée, ça veut dire 30 minutes équivalent de la marche rapide. Donc respiration soutenue, mais qui ne provoque pas d'essoufflement. D'accord? Et ces 30 minutes, on peut les fractionner. On peut faire 3 fois 10 minutes sur sa journée. Aucun problème. Il y a autant de bénéfices pour la santé. Au-delà de 65 ans, 10 minutes. Pareil, la même chose, 30 minutes aussi. Par contre, quand on avance dans l'âge, on va moins vite, peut-être pas. Vous savez, il y a quelques années, j'ai fait le tour du Mont Blanc avec des jeunes de 18 à 25 ans, et on s'est fait doubler par des groupes de retraités.
de 70, 80 ans, et les jeunes n'arrivaient pas à les tenir. C'est pas une obligation. Donc, 65 ans, pareil. Par contre, quand on avance dans l'âge, il y a 3 capacités qui diminuent naturellement avec l'âge. C'est la force, l'équilibre et la souplesse. Donc, au-delà de 65 ans, on va essayer de faire des petits exercices pour entretenir ces capacités. Et là, on rentre dans la spirale positive de l'activité physique. Donc, une activité physique régulière, et j'insiste sur ce mot, hein, la régularité, c'est ce qui fait la différence, va vous apporter effectivement une dépense énergétique supplémentaire. Vous allez avoir une amélioration de l'image de soi, de la confiance en soi, vous allez développer de la masse musculaire, vous allez entretenir votre capacité respiratoire, donc moins d'essoufflement. Vous allez travailler aussi la silhouette. Souvent on parle de perte de poids, je veux perdre du poids. L'activité physique ne sert pas à perdre du poids. On est plus dans la gestion du poids. Vous allez aussi effectivement, quand on a une activité bien conduite, diminuer l'indice de masse corporelle et avoir une meilleure qualité de vie. On vit de plus en plus vieux, Dominique l'a dit tout à l'heure, c'est une réalité, mais l'objectif c'est de vivre vieux, en bonne forme et en bonne santé. Et l'activité physique a un rôle primordial dans ce sens-là. Alors pour résumer, hein, donc, là vous avez la petite courbe de l'activité physique, la courbe des repères. La courbe verte, c'est la courbe de l'activité physique. Donc bouger, c'est à volonté. C'est tous les jours que vous devez bouger. L'exercice physique, c'est associé au sport santé. On fait des exercices suivant ses besoins. Ce n'est pas obligatoire. Mais si on a des besoins, souplesse, équilibre, etc., on va faire des exercices adaptés à ses besoins. C'est personnel. Le sport n'est pas obligatoire. C'est pas interdit non plus, hein. Aujourd'hui, il y a des centenaires qui font du sport, qui font des Jeux Olympiques. Il y a plus d'un centenaire qui a battu le record de l'heure en cyclisme. Donc il n'y a pas d'âge aussi pour pratiquer le sport. Par contre, attention, on fait un peu plus attention sur les recommandations et sur l'avis médical. Donc là, on va en parler à son médecin traitant. La sédentarité, c'est pas interdit, mais à limiter. Alors je fais juste un zoom, c'est sur l'hydratation, sur la respiration, sur la motivation. Est-ce que j'ai envie de... Donc bouger chaque jour, c'est dans son quotidien, c'est en faire une habitude de vie. Est-ce que c'est une habitude de vie pour vous de bouger dans son quotidien? Peu importe l'âge, à tout moment de la journée, à tout moment de l'année aussi. L'hiver, on bouge aussi un peu. Et tout ça pour vivre en bonne santé et en bonne forme. Test physique. Il me reste combien, Marie-Jo? Plus rien, mais rien. Allez, c'est pas obligatoire, hein. C'est pas obligatoire, mais Non, s'il y a quelques secondes. Donc... Voilà, s'il y a quelques personnes qui veulent essayer, pourquoi pas. Ouais, ça dure pas Voilà. longtemps. Si Donc, vous avez envie de tester. C'est un test de souplesse du dos, voir un peu est-ce que vous avez de la souplesse ou pas. Pour les personnes qui souhaitent faire le test, ne le faites pas tout de suite, mais vous allez vous lever. Vous allez vous mettre jambes à côté de la coudoir et regardez par là. D'accord? Puis, vous allez inspirer et vous allez descendre tout doucement les mains le long du corps. Soit vous allez arriver peut-être à mi-tibia, peut-être au genou, hein, ou aux chevilles, la pointe des pieds ou les mains à plat. Et là, ça vous donne un niveau de souplesse. S'il manque de souplesse, on a dit tout à l'heure exercice. Allez, on essaye pour quelques personnes. Ceux qui le souhaitent. Ceux qui le souhaitent. Allez, le CPES. Allez les collègues. J'ai des talons à pied, parce que ça va être plus loin. On n'enlevez pas vos chaussures. Hein. De Allez. profil. Ah, ne le faites pas tout de suite, attendez. Tous ensemble. Là. Allez, on se lève pour ceux qui veulent essayer. Bon, et Sophie, je te regarde là. Allez, on inspire par le nez. Inspiration par le nez. Et au moment où vous allez expirer par la bouche, vous allez descendre lentement les mains le long du corps, au niveau des jambes, donc les cuisses, les genoux, peut-être les tibias, peut-être les chevilles, peut-être au sol. Et quand vous êtes au bout, vous vous relevez tout doucement. Tout doucement. Et là, vous regardez le tableau et vous voyez où vous vous situez. Un grand merci à vous. Merci.
Enfin, bon, non, je ne sais pas vous, mais enfin, moi, ça me fait un tout petit peu. Alors, parfois, ça fait peur. Parfois, la plupart du temps, c'est pas grave. Et on peut exercer son attention. Et c'est ce dont va nous parler Pascaline, je crois. Enfin, quand elle aura trouvé son petit. Alors, bonsoir à tous, je me présente Pascaline Castanou, je suis médecin ici au Centre de prévention et d'éducation pour la santé, où je réalise des bilans de santé et je suis aussi médecin gériatre au Centre hospitalier général de Lille, au Centre Mémoire. Donc, mon intervention aujourd'hui est de vous présenter un petit peu l'atelier Mémoire qu'on a mis en place à l'Institut Pasteur depuis maintenant, ça fait un petit moment, depuis 2006. Comme Dominique disait, effectivement, c'est un atelier, je vais vous le présenter, on est vraiment dans le pratico-pratique. Donc c'est un atelier qu'on a mis en place depuis un petit moment et qui, comme Dominique vous l'a dit tout à l'heure, sera probablement et sûrement à disposition en fait, de la population générale. Alors, on est en plein dedans. Si quelqu'un arrive à me dire qu'il ne s'est jamais posé la question, je vais me poser des questions sur vous quand même. Parce que où sont mes clés J'ai le mot sur le bout de la langue, ce fameux bout qui ne décolle pas de notre langue, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis venue chercher dans cette pièce? Donc je pense que dans le groupe là, je pense que tout le monde s'est posé ces questions-là. Pour autant, quand on se pose ces questions-là, est-ce que derrière il y a une maladie? Bien sûr que non, pas systématiquement et heureusement, qu'on soit bien clair. Donc l'objectif un petit peu de la prise en charge que j'ai ici dans le cadre de l'Institut Pasteur, bien évidemment pas dans le cadre du CHR, et de la promotion en santé mentale, en santé effectivement cognitive, en santé au niveau de votre morale, on en parlait tout au début, votre bien-être physique, psychologique, mental, et ça c'est ce que je vais travailler par ces ateliers que j'ai mis en place depuis 2006. Donc j'ai la mémoire qui flanche, à l'introduction tout à l'heure, un monsieur me disait effectivement, c'est une phrase qui est assez courante. Alors, simple oubli ou véritable trouble, c'est un petit peu la question qu'on se pose et auquel on essaie de répondre. C'est une plainte qui est très fréquente, qui n'a pas d'âge non plus. On est très inquiet par moment et surtout parce qu'on a peur de cette maladie d'Alzheimer dont on parle, dont on reparle. L'effet de l'âge, Eric tout à l'heure vous en parlez un petit peu. Il y a un ralentissement effectivement psychique, ça c'est clair, on le voit, pour autant on ne perd pas la mémoire avec l'âge. Donc ça c'est une idée complètement reçue de se dire, ce que j'entends quelquefois en consultation, on perd la mémoire avec l'âge. Bien sûr que non. Je prends souvent la comparaison quand on a 18 ans et quand on a 60 voire plus, pour faire Lille-Marseille on va le faire en autoroute, pour faire Lille-Marseille à 80 ans niveau mémoire, l'équivalent, on va prendre les petits chemins de campagne, mais on va arriver quand même à Marseille, d'accord? On mettra plus de temps, mais on y arrivera quand même. Donc, il faut juste se dire qu'effectivement, on met plus de temps, il y a un ralentissement du traitement de l'information, mais vous pouvez toujours travailler votre mémoire, et je reviens sur ça, c'est-à-dire que c'est un peu l'objectif de cet atelier, c'est de faire travailler votre mémoire. Parce que le contexte de survenue, effectivement, de cette plainte, quand vous êtes fatigué, on a parlé tout à l'heure de sommeil, et l'hygiène de vie est fondamentale pour votre mémoire. Donc, je rebondis forcément avec mes collègues là sur l'activité physique, sur l'alimentation, parce qu'on ne peut pas avoir une bonne mémoire. Mes collègues vous en ont parlé, sans avoir une bonne alimentation et sans avoir effectivement une activité physique bien régulière. On a parlé d'activité physique, on n'a pas parlé de sport, donc qu'on soit bien clair. La plainte ne signifie pas trouble, donc le fait que vous vous plaigniez, bien évidemment, ne signifie pas que vous avez une maladie, loin de là. Mais la dernière question, et c'est surtout ça qu'il faut se poser, comme Eric venait juste de dire, c'est pour ça que je voulais en fait embrayer sur son intervention, parce qu'effectivement on est un peu dans le même domaine, on a tendance, comme au niveau un peu physique, à se laisser un petit peu aller. On a plein de moyens maintenant pour effectivement pas faire travailler sa mémoire, qu'on soit bien clair. Vous avez des post-it, vous avez des rappels, vous n'avez plus de numéro, vous tapez sur M1, vous n'avez plus de numéro à formuler au niveau du téléphone. Donc, je veux dire, votre mémoire ne travaille pas, à mon sens en tout cas, suffisamment, et l'atelier que nous proposons dans le cadre de cette promotion santé est effectivement dans ce but-là en fait de faire travailler votre mémoire et d'utiliser vos réserves, parce que vous en avez plein, mais vous ne les utilisez pas complètement. Donc le programme Imogine, donc, qui s'appelle comme ça, qui est l'atelier mémoire que nous avons mis en place, c'est vraiment comprendre votre mémoire pour mieux l'utiliser. Qu'on soit bien clair, je ne fais pas un exposé médical sur la mémoire, ce n'était pas l'objectif d'aujourd'hui, c'était vraiment vous présenter l'atelier.
en disant que ce cycle est d'optimisation de vos capacités, de vos propres capacités. D'accord ? Donc, on a une notion de réserve cognitive, c'est-à-dire que vous avez, même avec l'âge, beaucoup de réserves que vous sous-utilisez. Mais ça, on peut, à tout âge, en tout cas, utiliser ces réserves-là. Je ne dis pas, et qu'on soit bien clair, que cet atelier mémoire va vous empêcher d'avoir une maladie d'Alzheimer, c'est clair que c'est non, mais en tout cas va vous permettre d'avoir une qualité de vie et moins d'inquiétude au quotidien probablement, parce que une des fonctions, et ça on le verra, de cet atelier n'est pas uniquement de travailler votre mémoire, c'est de vous de redonner confiance en vous-même aussi. Donc on travaille les domaines de l'attention, de la concentration, de la mémoire, des orientations, des mémoires. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous en parler, mais il y a des mémoires qui se travaillent. Il n'y a pas que la mémoire, c'est pas une mémoire, il y en a plusieurs. Le langage dans une dynamique de promotion de santé. C'est-à-dire que on va évaluer aussi le sommeil. On va un exposé théorique que je fais dans le cycle, puisque j'encadre en tant que médecin, j'encadre cet atelier mémoire. Mais par contre, ça n'est pas un exposé médical sur le fonctionnement de la mémoire. J'en parle pendant 1 heure durant le cycle, mais uniquement pendant 1 heure. Parce que le but, c'est de faire travailler votre mémoire et pas d'avoir un exposé médical théorique. Donc, par qui et pour qui? Ça s'intéresse effectivement donc, à la population, on va dire à partir de 50 ans. Tout niveau socioculturel, je ne fais aucune différence. Et au contraire, plus ça sera varié, comme disait Eric tout à l'heure, plus on est dans le convivial, plus on est effectivement dans le groupe. Et social, différent, parce que vous apporterez forcément des expériences personnelles différentes les uns des autres. Alors, deux freins juste à cet atelier mémoire. Je mets juste un frein que je prends des gens qui n'ont pas de troubles, justement. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce n'est pas le but de cet atelier. On est dans la promotion santé, on n'est pas dans la prise en charge de troubles. On n'est pas dans le centre hospitalier. Le centre hospitalier, c'est une part. Ça, ici, on est dans la promotion santé. C'est-à-dire qu'effectivement, j'impose, ça c'est clair, d'avoir un bilan cognitif avant d'intégrer cet atelier mémoire qui, de toute façon, vous rassurera sur vos capacités, mais qui me permet, quant à moi, en tant que médecin qui est référent de cet atelier, de vous orienter de façon adaptée. C'est-à-dire qu'effectivement, si je trouve qu'il y a quelques petits troubles, on va vous orienter vers un suivi et pas cet atelier mémoire forcément. Donc pour vous, ça vous permet aussi d'avoir une évaluation cognitive que vous n'avez peut-être jamais eue. Donc une évaluation cognitive qui est individuelle, systématique, préalable à l'inclusion. Et effectivement, il ne faut pas que ce soit des gens qui aient un suivi déjà pour des troubles de mémoire ou des troubles psychiatriques avec des dépressions très très invalidantes, évidemment. Pour autant, quand on a le moral un peu bas, ce n'est pas un critère d'exclusion. Un programme qui est évolutif sur 5 séances, c'est-à-dire que la première séance n'est pas la deuxième, ni pas la troisième, ni pas la cinquième. Donc il faut assister aux 5 séances parce que c'est progressif. On travaille différentes mémoires ou différents domaines cognitifs au cours de ces 5 séances. C'est 10 personnes disponibles et motivées. Et on vient encore avec ce que Eric a dit et Brigitte aussi, c'est-à-dire de la motivation, de l'envie. C'est clair, c'est pour nous un critère majeur de votre motivation. On ne va pas aller vous chercher. On vous propose, pour autant il faut que vous soyez motivé. Alors je reviens juste 2 secondes sur l'encadrement. Donc on est 3, moi le médecin qui est référent un peu de l'atelier, et 2 animatrices qui sont bien formées à la fois à la passation des tests cognitifs, donc des tests de mémoire et d'attention et tout ce que ça comporte, et qui sont aussi formées dans l'animation d'un groupe de 10 personnes. Donc les trois clés, c'est la motivation, ça c'est clair, la méthode qu'on vous donne, mais le plaisir aussi. D'accord ? Parce que c'est globalement un retour très positif des gens sur le... Alors, comment ça se passe un petit peu globalement, très concrètement, ça dure 1h30 cet atelier. Cette séance, une séance sur les 5, il y a des jeux, j'appelle ça des jeux, on n'est pas dans des tests, on n'est pas dans de l'exercice, on est vraiment dans des jeux illustrant les stratégies de mémorisation, c'est-à-dire que c'est convivial, 10 personnes, 10 globalement, et 4 jeux avec des réponses collectives. Et à la fin, en fait, de la séance, il y a une synthèse où on vous explique un petit peu pourquoi, qu'est-ce qu'on a travaillé comme domaine un petit peu cognitif. Un feuillet qui est remis pour des applications au quotidien. Parce que cet atelier n'est pas fait juste pour, pendant un temps donné, on va dire 5 semaines pour être là, vous dire ah, vous avez travaillé la mémoire. Non. Notre objectif était vraiment de dire on travaille la mémoire et derrière vous en avez une application pour votre quotidien. Donc on vous donne des petites pistes, des trucs, des astuces pour que vous puissiez vous-même, derrière, tout seul, comme des grands, être acteur de votre santé, ça on reverra, c'est primordial, que vous-même vous maîtrisiez votre quotidien et que vous repreniez effectivement confiance en vous, dans vos capacités de mémorisation. Et il y a toujours un temps libre d'échange en fin de séance. Donc l'ambiance de jeu, effectivement, est de points médico-scientifiques, c'est-à-dire que même si je n'assiste pas à toutes les séances, je suis présente dans l'Institut
au moment où il y a toujours les ateliers. Et en fin de séance, en général, je viens, c'est des questions un peu médicales ou un petit peu voilà, sur le contexte ou des questions un peu générales. Donc pourquoi? Parce que je suis persuadée que quand on comprend, on arrive à stimuler et du coup on arrive à appliquer. Mais de comprendre effectivement nos forces, nos faiblesses, ça permet justement un petit peu derrière d'y remédier quand on peut avoir quelques faiblesses. Donc les objectifs, c'est rendre le participant acteur de sa santé. Et ça, c'est vraiment pour moi primordial. Sa santé, certes au niveau cognitif, mais de sa santé au niveau global, parce que, je vous le répète, le mode de vie, le sommeil va influencer bien évidemment votre mémoire. Donc des troubles de vigilance, je ne retiens pas, mais je ne dors pas bien, bien évidemment, vous allez voir le lien. D'accord? Donc on aura l'occasion dans ces ateliers aussi de redire un peu l'importance du sommeil et du mode de vie et de l'activité physique. Je rebondis sur la vie. La mise en confiance, et ça c'est globalement, on s'aperçoit qu'avant les gens n'avaient pas confiance et ils reprennent fortement confiance à la fin, c'est-à-dire qu'ils se disent, oh, je ne savais pas que j'étais capable de faire tout ça. Et ça c'est pour moi primordial. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont malades, mais par contre qui s'aperçoivent qu'ils étaient capables et que du coup, j'y arrive. Je pensais que j'y arriverais pas et j'y arrive. Donc ça c'est primordial pour nous dans le sens d'une motivation. Et maintien de l'autonomie et de la qualité de vie. C'est pour ça l'avenir en santé, des souvenirs à venir. Je finis juste par ce que j'appelle ma potion un peu magique. Alors je suis désolée, c'est moi qui l'ai créée, ça a ses côtés un peu positifs et ses côtés un petit peu négatifs. Sous forme un peu pour rebondir un peu, ça tombe bien avec mes collègues un peu, éplucher des informations intéressantes, captivantes, effectivement, soyez curieux. Et ça va être effectivement un leitmotiv pour tout le monde. Soyez épluchez des informations, ajoutez à part égale de la concentration, de la détente d'esprit. Alors vous allez dire, oui c'est simple, elle dit, être détendu, détente d'esprit. C'est facile à écrire, c'est facile à dire, c'est pas facile à vivre. Nous sommes d'accord. Pour autant, il faut essayer aussi de se donner les moyens de se détendre l'esprit et de prendre le temps quelquefois d'y réfléchir. Faites revenir vos stratégies de mémorisation à feu doux. D'accord? On prend son temps. Il n'y a pas d'urgence. On prend son temps. Découpez votre journée en quartiers, organisation optimale, c'est toujours pareil pour ceux qui sont encore actifs. On n'a jamais le temps de rien faire, qu'on soit bien clair. Et après, comment voulez-vous bien mémoriser quand effectivement vous n'avez pas une organisation optimale? Donc ça replace aussi les gens dans leur quotidien en se disant oui mais c'est vrai qu'il y a peut-être des petites choses que je peux remodeler qui seront bons pour mon alimentation, qui seront bons pour mon activité physique, et on a des points énormes entre nos 4-5 ateliers. Alors juste un petit peu, je finis, excusez-moi, je finis juste, ici prélever toute source de distraction extérieure, on essaie d'être concentré. D'accord? Vous êtes très très concentrant, on n'entend rien du tout, c'est parfait. Alors, laissez frémir, rajouter une poignée d'équilibre alimentaire. D'accord? On est dans ce contexte-là. Dresser cette soupe en incorporant de la bonne humeur. Je pense que ça va être le fil conducteur de tous les intervenants. On essaye en tout cas d'avoir de la bonne humeur dans nos interventions. N'oubliez pas également, et là je rejoins mon collègue aussi, une foulée quotidienne, un sommeil de petits doigts, bon appétit et bons souvenirs. Vous voyez? Et on est effectivement dans ce contexte qu'effectivement je vous souhaite, voilà, que vous restez en partie en mémoire, bonne santé et bons souvenirs à venir. Donc voilà, j'espère qu'en ce temps-là, on est impeccable. Au niveau du temps, il y aura un temps d'échange en fin d'intervention, mais en tout cas je reste à votre disposition si vous voulez plus de renseignements sur cet atelier mémoire. Donc bonsoir à tous, Florence Lejeune, je suis médecin tabacologue à l'Institut Pasteur de Lille et je fais partie d'une équipe qui s'occupe notamment du tabac, cannabis aussi un petit peu et d'autres thématiques concernant les comportements addictifs, dont Micheline Devienne qui est présente ici et Dominique Bon qui sont aussi médecins tabacologues. Donc nous proposons à l'Institut Pasteur de Lille des ateliers de sensibilisation, des sevrages en cours, je vous en reparlerai à la fin. Et voilà, je serai prête à répondre à vos questions par rapport aux actions auxquelles vous pouvez participer. Donc, les comportements addictifs sont malheureusement un problème majeur de santé publique, ça je ne vous apprends rien, avec des chiffres qui sont malheureusement assez importants, 100 000 décès par an, donc ça c'est pour tous les comportements addictifs liés aux substances psychoactives. On entend les accidents, les maladies dedans, il y a 40 000 cancers par an. Et ça représente 30% de la mortalité prématurée. On appelle mortalité prématurée toute personne qui meurt avant 65 ans. Donc les bénéfices de santé sont reconnus et à l'arrêt et
bien sûr l'espérance de vie, dont l'espérance de vie, mais malheureusement, c'est pas ça, vous le savez très bien, qui va aider la personne, qui va suffire à la personne pour lui donner envie d'arrêter, ou pour certaines addictions, je pense notamment à l'alcool, qui va l'aider à mieux gérer son problème d'alcool s'il souffre de maladie alcoolique. Alors, nous, l'état d'esprit un petit peu de notre équipe, c'est on va travailler sur l'aide au changement de comportement. Alors, changer son comportement, oui, mais pourquoi? Donc, des bénéfices de santé qui sont là, certains, et ce n'est plus à démontrer. Vous voyez, je vous ai pris l'exemple du tabac. Le risque d'infarctus diminue de 50% à 1 an quand on arrête de fumer, on vient de faire un infarctus. Le cancer pulmonaire, on a une diminution de 50% à 5 ans. Après, il faudra 15 à 20 ans pour avoir le même risque que celui du non-fumeur, qui n'est pas zéro, hein, je le rappelle. Et le risque d'AVC est égal à celui d'une personne qui n'a jamais fumé à 1 an quand on arrête de fumer. Donc, ça ne veut pas dire que le risque d'accident vasculaire cérébral est nul, on s'entend bien, mais en tout cas, il est le même que celui qui n'a jamais fumé. Donc, les bénéfices à l'arrêt sont quand même relativement rapides et pour la santé. Mais c'est pas seulement une histoire en fait d'y gagner au niveau de sa santé, c'est aussi une histoire d'améliorer sa qualité de vie. Alors, ce qu'on entend très souvent, nous, dans toutes les actions qu'on mène, et les personnes qu'on reçoit en consultation ou en sevrage en groupe, c'est est-ce que c'est une histoire de volonté? Ils nous parlent de volonté. Sous-entendu, moi, voilà, si j'y arrive pas, c'est que j'ai pas de volonté, et sous-entendu, si j'ai pas de volonté, je suis nulle. Donc il y a une certaine dévalorisation. Et nous, on va surtout en fait s'axer sur la motivation. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence avec la motivation? La motivation, elle va prendre plus en compte l'être humain qui est derrière le produit, et puis le contexte, le facteur temps. D'accord? Donc vous me direz, il n'y a jamais de bons moments pour arrêter, par exemple le tabac, mais il y a quand même des moments plus propices que d'autres. Et puis dans le cycle naturel, si vous voulez, par exemple du fumeur de tabac, il y a plusieurs périodes. Il y a toute une période où au début, il ne se questionne pas du tout, il est bien avec son produit. Une autre période où il va commencer à se dire, ça serait bien que j'arrête, mais il n'est pas encore prêt, donc c'est la période de réflexion. Et puis il y a un moment où il va être prêt. D'accord? Donc tous ces moments-là vont être pris en compte en fait dans notre travail avec les personnes par rapport à cette thématique pour les aider à réfléchir au service rendu par le produit. Donc je vous ai mis service rendu entre parenthèses, c'est pas, vous pensez bien que c'est pas un service pour la santé, d'accord, on ne va pas cautionner ça, mais on se rend compte que, moi je dis toujours, il n'y a pas de masochisme. Quand on fume par exemple, on ne fume pas pour une maladie ou un cancer. On fume pourquoi? Parce qu'il y a du plaisir. Plus ou moins selon les fumeurs, et puis ça va rendre des petits services au quotidien. La nicotine, par exemple, on sait qu'elle c'est un psychostimulant, c'est un coup fin, sur le moment ça peut détendre, même si c'est un produit qui est anxiogène. Donc voilà. Et les personnes, en fait, pourquoi elles commencent à avoir ce comportement addictif? Donc il y a le produit en lui-même qui a ses propres propriétés, qui va induire plus ou moins une dépendance physique. Et puis après, au niveau comportemental, si la personne, si vous voulez, s'y retrouve avec son produit, elle sera amenée à reproduire son comportement. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est pas tant le produit finalement, ça va être la place qu'elle produit dans la vie de l'homme qu'il y a sous ce produit, l'histoire qu'il a avec ce produit. Et on va essayer de se dire, voilà, si c'est, je veux bien vous aider à arrêter le produit, mais le but c'est quoi? C'est d'améliorer la qualité de vie. D'accord? Donc, on va essayer de réfléchir à tous ces petits services rendus et se dire, le jour où j'arrêterai, où je diminuerai, par exemple pour l'alcool, par quoi je vais pouvoir rendre ces services rendus par le produit. On va surtout travailler là-dessus. Et bien sûr, on va beaucoup travailler aussi sur les freins, donc les freins à l'arrêt. Alors, pour le tabac, il y en a un dont on pense en priorité, c'est le poids, par exemple la prise de poids. Et c'est vrai que tout ce travail par rapport aux produits, on va le faire conjointement avec les équipes dont vous avez déjà vu les exposés, avec les équipes qui travaillent sur l'alimentation, l'activité physique. Et en fait, ça va être un tout. Si vous voulez, on part d'un produit, mais c'est le produit qui va nous amener à réfléchir en fait de façon globale à la qualité de vie.
c'est comme si le produit allait être un prétexte pour essayer d'améliorer une qualité de vie. Et le but vraiment, c'est de pouvoir se dire, ok, donc on sait que maintenant on va tous vivre plus vieux, mais le but, ça va être de vivre en bonne santé et dans les meilleures conditions physiques. Alors à l'Institut Pasteur, ce qu'on propose actuellement sont des ateliers de sensibilisation pour des publics cibles. Donc je vous ai mis 2-3 exemples d'actions qu'on a menées cette année avec, par exemple, des jeunes en situation de vulnérabilité. Donc c'était des jeunes de 15 à 25 ans. C'est un projet mené par la Mildeca et on a fait des sensibilisations par rapport aux produits tabac, cannabis, l'alcool. D'ailleurs, on a travaillé avec Brigitte pour les amener à s'interroger sur leur consommation. Là, le but n'était pas de les faire arrêter, mais de les faire déjà s'interpeller. Et bien sûr, s'il y avait des demandes, de les aider par la suite. On a aussi un autre projet en cours financé par le Conseil régional où on va sensibiliser des bénévoles des structures caritatives et puis des acteurs sociaux qui, eux, côtoient des personnes en situation de vulnérabilité pour les aider à les accompagner dans une démarche de santé et les aider à parler de leurs addictions et de les orienter, si nécessaire, vers des structures qui peuvent les aider. Et donc, tous ces ateliers de sensibilisation, vous avez bien entendu Dominique Gonte tout à l'heure, vont être ouverts au grand public. Voilà. Ça, c'est la nouveauté 2016. Et puis, nous avons aussi des séances d'aide à l'arrêt du tabac en groupe, donc qui existent déjà actuellement. Donc, ça, ce sont des séances qui sont sur 5 jours consécutifs. Elles sont en général en fin de journée, de 17h30 à 19h. Elles durent 1h30. On a un temps d'animation avec une diététicienne. Et puis, après, un côté expert. Et le but, c'est d'amener les personnes à se mettre dans une démarche d'arrêt. On leur propose d'arrêter en groupe avec, pourquoi pas, une substitution pour les personnes qui en ont besoin sur le plan physique. Et tous les jours, on va travailler des thématiques différentes. Donc, on va aborder la dépendance physique, la dépendance comportementale, tout ce qui est diététique, la place du produit dans la vie, la motivation. Donc c'est très interactif et c'est vrai qu'il y a un petit peu comme un effet mayonnaise qui prend. C'est en général des groupes assez dynamiques. Donc la prochaine session, Dominique vous en a déjà parlé, va se dérouler au mois de novembre 2015 et puis en 2016, il va y avoir d'autres sessions qui vont être lancées. Donc, bon, on pourrait en parler pendant des heures des addictions, mais le message que je voulais vraiment vous faire passer, c'est que s'occuper finalement de son comportement addictif, de son produit, c'est bien plus que de s'occuper du produit. C'est surtout s'intéresser à sa qualité de vie et à son espérance de vie. Mais voilà, on va dire que le produit va être le prétexte pour finalement vivre mieux, plus longtemps et être content de cette nouvelle vie sans produit. C'est vraiment le but. Parce que si c'est pour que sa qualité de vie soit moins bonne parce qu'on arrête un produit, on sait qu'il y aura beaucoup de rechutes. Donc ça va être vraiment une démarche globale. On part du produit, mais après il va y avoir une démarche globale et on va surtout s'intéresser à la personne qui est derrière ce produit. Donc je vous ai mis, vous avez fait avec Michine 2-3 questions pour vous montrer un petit peu les représentations. Dans les ateliers qu'on mène de sensibilisation, dans les sevrage en groupe, il y a beaucoup de représentations, des idées fausses qui parfois sont véhiculées. Donc il y avait un petit quiz, il y avait deux autres questions. Je crois au début il y en avait une sur la volonté, je pense que j'y ai répondu. L'autre sur les bénéfices, dites-vous qu'il y a toujours un bénéfice à arrêter pour le tabac, c'est certain. Et puis donc pour le quiz, je ne sais pas si vous aviez répondu, le cannabis est-il moins dangereux que le tabac ? Faux. Voilà, c'est faux et c'est vrai que c'est un produit qui est souvent très très banalisé. Hein. Alors, nous, on fait très attention, c'est pas la peine de diaboliser non plus. C'est important d'amener les informations justes, mais c'est vrai que c'est un produit qui n'est pas du tout anodin. Et au niveau, vous voyez par exemple de sa fumée, le risque cancéreux est aussi élevé que celui du tabac. D'accord ? La cigarette électronique peut-elle être recommandée ?
Voilà, c'est ça. Alors, sur le plan médical, si vous voulez, nous, on n'a pas recommandé la cigarette électronique. Parce que comme vous disiez, madame, on n'a pas assez de recul. Et ce n'est pas considéré comme un substitut pour un outil, un médicament pour aider la personne à se sevrer. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que c'est plus toxique que la cigarette? Là, je peux vous répondre non, c'est moins toxique. Si vous me dites, est-ce que c'est pas toxique? Là, je ne peux pas vous répondre. On n'a pas assez d'éléments et on a des doutes. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui a commencé un sevrage, qui a décidé de lui-même, avec la cigarette électronique, qui a diminué sa consommation, on ne peut que l'encourager quand même, parce que ça fait partie d'une démarche. D'accord ? Et les premiers éléments d'études montrent aussi qu'on a quand même plus de chances de réussir si vraiment on va substituer la cigarette complètement à la cigarette électronique. C'est-à-dire que les personnes qui fument un petit peu cigarette électronique et un petit peu leur cigarette, en général, vont reprendre vite après. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris, nous, on ne peut pas le recommander. Maintenant, on ne va pas décourager quelqu'un qui a commencé à l'utiliser, parce que de toute façon, même s'il prend des risques qu'on ne connaît pas encore, il prend quand même moins de risques avec la cigarette. Mais pour que les chances soient optimales d'arrêt, il faut vraiment qu'il substitue toutes ces cigarettes par la cigarette électronique. D'accord ? Un demi de bière à 5 degrés contient autant d'alcool qu'un verre de pastis à 40 degrés. Voilà, mais ça c'est une histoire d'unité en fait d'alcool, et les gens sont parfois étonnés en minimisant par exemple le degré d'alcool dans la bière, et souvent ils ont l'impression de boire un petit apéritif et finalement ça représente beaucoup d'unité, donc ça c'est souvent un piège. Enfin voilà, c'était quelques questions pour vous montrer un petit peu les fausses idées qu'ils pouvaient véhiculer, et nos actions sont là pour essayer d'apporter le maximum d'informations justes, de ne pas être dans le jugement, vous avez bien compris, de l'empathie. En général, les personnes qu'on reçoit ont beaucoup entendu « il n'y a qu'à », c'est pas bien, il faut que. Et donc nous, on a une approche complètement différente. On ne culpabilise pas, mais on va essayer de les mettre en capacité de faire une demande et d'exploiter avec eux toutes les ressources personnelles qu'ils ont pour mettre en route une démarche de sevrage ou de réduction pour certains produits. Voilà, je vous remercie.